Dans cette vidéo, on va parler des problèmes sur Amazon. Des sujets qu'on n'aborde pas trop. Sur la gestion émotionnelle, aujourd'hui je fais pas d'impression, aujourd'hui je fais pas de vente, ou aujourd'hui j'ai un tacos à 42, tu vois, ou un ACOS à 70 sur ce mot-clé-là, sur l'après-midi, tu vois, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Voilà, quand c'est comme ça, il faut toujours en fait travailler avec de la data. D'un côté, on peut être pas très gagnant en faisant de la publicité, mais ça participe également à son ranking général, organique. Voilà, quand c'est comme ça, il faut toujours en fait travailler avec de la data. C'est-à-dire que tu reprends un peu de recul, tu reprends à 7 jours, tu reprends à 14, tu reprends à 30 jours et tu regardes tes volumes de data. Souvent, quand on récupère des comptes, tu as dû voir ça toi aussi, Sylvain, les graphiques ils font ça, tu vois, les courbes elles font ça. C'est un peu comme une radio, quoi. Quand moi je vois le graphique, je peux comprendre le compte, je vois ce qui se passe. Ouais, exactement. Sur Amazon, c'est moins la petite boutique du coin, c'est plus le supermarché justement. Donc quand tu arrives dans le supermarché, ce qui marche, bah, c'est un peu être flashy, voilà exactement, tu vois, c'est un peu plus et c'est ce qui fonctionne. Salut à tous, c'est lundi et comme tous les lundis, on fait une vidéo avec l'équipe. Et là, cette fois, on est 3 avec du coup Sylvain qui est dans l'équipe PPC Assist, qui est account manager depuis. Ça fait quelques mois déjà qu'on bosse ensemble, Sylvain. Ça fait depuis le mois de novembre, ouais. Depuis le mois de novembre. Et du coup, ouais, on s'est dit que ce serait cool de faire des vidéos un petit peu avec l'équipe pour vous faire découvrir qui bosse avec nous et pour qu'on puisse parler aussi de sujets hyper intéressants parce que Sylvain, tu as un parcours assez intéressant. Tu as créé ton agence, tu as créé ton store Amazon. Et ça t'a permis de t'expatrier en Thaïlande, de créer une agence immobilière en Thaïlande. Donc, il y a plein de choses intéressantes à partager là-dessus. Juste pour te présenter rapidement, comment tu t'es lancé sur Amazon et comment ça a évolué? Très bonne question. Ouais, je me suis lancé sur Amazon parce que je faisais du dropshipping à l'époque, donc du e-commerce. Depuis quelques années, je vendais notamment sur Cdiscount, donc la plateforme française. En dropshipping, le business était assez simple. Copier-coller AliExpress, voilà, avec le maximum de références. Donc, j'avais plus de 550 000 références. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de m'expatrier à l'époque. Pas m'expatrier à l'époque parce que je voulais juste voyager en Asie. Et en parallèle, je faisais un peu ce qui était un peu trendy à l'époque. Donc, du Shopify, Facebook Ads. Vous voyez un peu le délire qu'on avait à l'époque dans le dropshipping. Okay. Ça marchait plutôt bien. Enfin, ça avait ses hauts et ses bas, j'ai envie de dire. Mais les bas étaient assez contraignants de temps en temps, surtout quand on se fait bloquer son compte Stripe. Ou qu'on se fait bloquer son compte Facebook Ads, ou même voir son site se faire supprimer par Shopify sans raison quelconque. Et c'est ce qui m'a en fait d'ailleurs amené à réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire de plus clean en fait, de plus propre. Et c'est comme ça que j'ai découvert Amazon FBA. Donc je me suis formé et j'ai lancé une première marque en Europe et ensuite une seconde aux US. C'était en quelle année ça que tu t'es lancé sur Amazon? 2020. J'ai commencé le e-com en 2017. 2020 pour Amazon. Ok. Et après, sans teaser tout le parcours, parce que je pense qu'on fera un podcast pour détailler tout ça, parce que c'est ouf quand même. T'as une agence IMO en Thaïlande et tu vends des appartements assez chers, en plus des appartements un peu luxueux. Comment t'en es arrivé ça n'a rien à voir avec l'IMO avec l'e-com, pardon. L'histoire, c'est que, entre-temps, j'ai perdu mon business sur Cdiscount. Ils m'ont éjecté parce que j'avais tellement de listings produits que des fois, je savais pas ce que je vendais. Même tous les jours, j'ai découvrais ce que je vendais à un certain moment. Et parfois, malheureusement, je vendais des choses qui étaient avec une marque de déposer. Et après quelques mises en garde, ils ont décidé de me supprimer le compte. Bon, j'en veux pas, c'était le jeu. Et j'aurais peut-être dû faire les choses un peu plus proprement. Et donc j'ai perdu ce business qui était quand même ma rentrée d'argent principale. Donc là on était fin 2020, on était en plein Covid. Moi je m'étais dit arriver en Thaïlande, j'avais fait quelques pays avant de me dire je m'installe en Thaïlande, mais c'était le début du Covid, je voulais pas rentrer en France, j'avais le choix. Je me suis dit comment je peux rester ici. Donc j'ai trouvé mon visa, j'avais mes billets ski tournés, etc. Sauf que comme je l'ai mentionné, j'ai perdu cette activité. Donc j'ai commencé à lancer une agence web en parallèle. J'ai commencé à lancer plusieurs choses en parallèle, dont Amazon. Et en fait, je tirais un peu mes flèches dans plusieurs directions pour voir laquelle aller planter dans le mille, tu vois. Et donc à un moment donné, en fait, j'ai ma copine de l'époque qui est devenue ma femme, qui était dans l'immobilier, qui travaillait avec Century 21 d'ailleurs. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pu un peu voir comment ça se passait en Thaïlande, notamment à Phuket. J'ai vu qu'il y avait une opportunité qui était assez intéressante et je me suis dit attends, avec mes skills en marketing en ligne et un business physique, tiens, ça peut être intéressant de faire quelque chose. Et c'est comme ça que je me suis dit tiens, on va lancer notre propre agence qui est en place depuis plus de 3 ans maintenant. Donc on va vendre des villas, on va vendre des condos, appartements, on va faire de la location de villas, donc ça va démarrer à 3 000 euros par mois de location. Enfin, des choses un peu plus haut de gamme en parallèle
de mes activités sur Amazon ou autre. Ok, ça marche. Et tu continues à vendre sur Amazon là encore? Toujours, ouais. Toujours. Parce que rester et garder des business online, ça me donne un sentiment de liberté, j'ai envie de dire, parce que on n'est jamais à l'abri que quelque chose peut mal se passer. Et je préfère toujours avoir quelque chose, un backup, tu vois. J'aime pas me sentir dépendant de quelque chose. Je me sens pas safe, je me sens bloqué, etc. Et avoir toujours des business en parallèle qui font de l'argent pour moi pendant que je dors, par exemple, c'était l'objectif principal quand j'ai commencé l'entrepreneuriat. Ça aide en fait, j'ai envie de dire. Ou avoir quelques business online, tu vois, on va en parler plus tard, mais prendre en gestion des comptes Amazon ou autres, c'est des choses que j'aime bien faire en fait, rester sur les business online, gérer la data, gérer des business, etc. C'est quelque chose qui m'excite. En plus, cette notion de sécurité, en plus. Ouais. Ouais, c'est marrant, t'as commencé avec le business online, après par sécurité t'es parti sur le business physique et par sécurité t'es sur du online là en ce moment. Ouais, sécurité, business physique, parce qu'à l'époque c'était en mode attends merde, je viens de perdre ma rentrée d'argent principale, j'ai pas envie de rentrer en France, c'est quelque chose que c'était impossible à imaginer, donc il fallait que je trouve quelque chose, tu vois. Donc je l'ai trouvé, j'ai mis les choses en place. Aujourd'hui, c'est là, ça existe, faut que je l'entretienne. On a une certaine notoriété, donc je continue à alimenter la machine, quoi. Mais effectivement, en fait, c'était pas les mêmes notions. La première, c'était plus une notion financière qui m'a amené à lancer le business physique. Et maintenant, c'est plus cette notion de liberté, de freedom qui me permet de me sentir un peu plus à l'aise personnellement. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, c'est cool. On prendra le temps de bien détailler ton parcours dans le podcast Business Vrai. Moi, ça m'intéresse trop de creuser dans ce type de parcours-là. Tu vois, t'apprends toujours plein de choses de parcours d'entrepreneur. Et là, du coup, comme tu disais, on bosse ensemble depuis le mois de novembre. Donc, PPCA6, pour ceux qui connaissent pas, c'est un logiciel de gestion de publicité qui te permet de gagner du temps et d'automatiser tes pubs. Et pour ceux qui veulent pas s'embêter même avec la partie logicielle, on a un service manager qui permet à Antoine, Sylvain, Mathieu aussi, de gérer vos campagnes publicitaires. Et du coup, toi, t'es account manager. On gère notamment une grosse boutique aux US. Et dans cette vidéo, on va parler des problèmes sur Amazon. Des sujets qu'on n'aborde pas trop sur Amazon. Pas pour dire Amazon c'est tout noir et ça marche pas bien, etc. et c'est un mauvais business, mais pour parler un peu des réalités et puis des solutions points qui font peur. C'est ça, les points qui font peur sur Amazon. Et pour ceux qui s'y retrouvent aussi, qui sachent qu'ils sont pas seuls là-dedans, quoi. Parce que sur Amazon, c'est vrai qu'on est assez seuls. Un des points clés, en tout cas sur Amazon, c'est le cash flow. On en a un peu parlé dans les précédentes vidéos avec Antoine. Antoine, à un moment, tu m'avais dit, il y a une réalité avec ça, c'est qu'à un moment, tu es limité par ton cash flow, même si ton business tourne bien. Comment tu vois la chose? Moi, c'est mon parcours, en fait. C'est pour ça que je le partage comme ça. C'est que moi, je suis limité par mon cash flow sur ma boutique française, du moins. Après, il y a des solutions pour ça. Tu peux te faire financer. En France, il y a le crédit bancaire qui est assez facile quand même. D'accord? Si tu commences à sortir tes premiers bilans avec du résultat, tu vas pouvoir faire des petits crédits, tu vas pouvoir bosser là-dessus. Il y a aussi des fintechs qui font ça. Je sais pas si tu connais. J'avais été contacté par une boîte espagnole l'an dernier où en fait ils font de l'avance de trésor. Ils sont spécialisés Amazon. Tu connectes leur app avec ta boutique Amazon. Ils scannent ton compte et ils te disent on peut t'avancer tant de trésor. Ouais. Ça coûte assez cher par contre, faut faire gaffe, mais c'est vachement pratique en fait. Et tous les mois tu peux débloquer tant de trésor en fait, tu vois. Qu'est-ce qui va coûter c'est cher? C'est plus une question d'intérêt ensuite sur l'argent qu'ils te prêtent. Ouais, c'est ça. Les taux d'intérêt, je sais plus, je dirais une bêtise, mais c'est cher. Si tu rapportes à l'année, ça revient assez cher. C'est par mois même. Je crois que c'était, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'était 2-3% par mois, tu vois, l'équivalent. Donc genre du 20-25% par an, tu vois. Donc, justement, en termes de trésorerie, si tu fais des marges sur tes produits, c'est des solutions qui peuvent t'aider. J'ai oublié le nom de la boîte, on pourra le partager dans le lien. C'est ça que ça peut être intéressant parce qu'après, quand t'as ta boutique, l'objectif, c'est pas de garder ce prêt-là pendant 30 ans, tu vois, c'est pas un prêt immobilier. Exactement. Mais plutôt, c'est temporaire. Donc, quand tu fais tes calculs pour lancer ton produit, tu vas avoir ton retour sur investissement. Donc, tu vas savoir qu'après 1 ou 2 fournées, en fait, tu vas avoir remboursé ce cash flow qui t'avait prêté. Donc, peut-être que ça va durer quelques mois, 6 mois. Mais d'un côté, ça t'a permis d'aller à un level supérieur. Ouais, très clairement. T'as déjà fait appel, toi, à des prêts, Sylvain, ou Antoine aussi? Jamais, pas des prêts comme ça auprès d'organismes privés ou bancaires. Moi, j'avais un associé qui avait ramené du coup certains fonds. Souvent, c'est plus des investissements privés, ouais.
Ok. Moi, pour la boutique française, j'ai fait un petit prêt de 10 000 euros au tout début, enfin la Ouais. première année, quoi, avec ma banque. Et c'est tout. Mais le gros avantage de cette fintech, je vais chercher le nom de la boîte, c'est que il y a beaucoup moins de freins qu'avec ton banquier. C'est-à-dire que tu peux même lever sans avoir tes bilans, en fait. Parce que comme ils se connectent à ta boutique, ils arrivent à évaluer ce dont tu as besoin et si tu es viable ou pas. Et de toute façon, comme le taux d'intérêt est très cher, ils prennent le risque de te suivre. Tu vois, il y a beaucoup moins de freins qu'avec une banque. C'est hyper avantageux. Donc, il y a des solutions. En fait, le problème, c'est un gros problème, le cash flow. Mais c'est vrai qu'il y a des solutions. Donc, ta banque, c'est fintech. Là, pour mon cas encore personnel, pour développer les produits au Mexique, un associé, tu vois, quelqu'un qui a un peu d'argent, qui peut t'appuyer. Donc voilà, après, il y a des solutions. Il y a des négociations aussi avec les fournisseurs qui sont possibles. Je sais pas si vous l'avez fait, vous. Moi, je parlais avec un vendeur qui, lui, arrive à un moment, il devait faire une commande de 40 000. Il avait la confiance avec un fournisseur, donc il s'est arrangé pour payer en plusieurs fois et expédier la commande avant pour pouvoir rembourser justement avec l'argent de la commande. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. Non, mais j'imagine qu'il faut quand même une certaine confiance avec le supplier. Il faut peut-être même déjà l'avoir rencontré en physique, s'être déplacé, etc. Exactement. Pour avoir vraiment cette relation qui permet de ça, Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il me disait. Il a rencontré son supplier en Allemagne dans un salon et là justement ça lui a permis de mettre ça en place. Ouais. Okay. Ce que j'ai fait, c'est un peu similaire, mais c'est pas à ce point-là. C'est plutôt en mode je vais payer 30% comme le versement basique pour lancer une commande et en fait je vais faire beaucoup plus d'unités dont j'ai besoin et à chaque expédition je vais payer juste le reste, les 70% de ce que j'expédie en fait et le reste on le garde en stock. Et le reste, en fait, le stock qui restait chez eux est juste payé à hauteur de 30%. Le temps que que je puisse avoir plus de cash flow pour payer les autres 70% et débloquer le reste de la marchandise. Ok. Une des autres réalités liées au cash flow, c'est la rentabilité. On en parlait un petit peu avant. Niveau rentabilité, tu as eu des surprises, Sylvain, il y a pas très longtemps. Ouais. Parce que ça peut, enfin, il y a plein de choses qui peuvent impacter la rentabilité. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Dans mon cas de figure, c'est vrai que ça commençait à bien partir. C'était un nouveau produit que j'avais lancé je crois que c'était mars-avril de l'année dernière aux USA, aux États-Unis. Et donc ça commençait à bien avancer. Je commençais à avoir vraiment un beau ranking sur pas mal de termes de recherche. J'étais content. J'avais un tacos de l'ordre de 10%, donc j'étais plutôt pas mal. Et en fait, j'ai commencé un peu à dégringoler. J'ai premièrement changé ma stratégie marketing. Et ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait un peu une guerre de prix qui s'était mise en place avec beaucoup plus de concurrents. Et en fait, à la base, quand j'avais fait mes calculs de rentabilité, je m'étais basé sur le prix de l'époque. Sauf qu'entre-temps, il y a des concurrents qui sont placés, qui avaient des prix sans plus attractifs que les miens. Peut-être des fournisseurs d'ailleurs chinois, ça fait partie du jeu. Peut-être qu'ils voient que ton produit est plutôt performant, ils se disent pourquoi pas envoyer des unités parce que ça leur coûte rien. J'imagine que si je paye 30% upfront pour lancer une production, c'est sûrement le prix que ça leur coûte pour produire. Donc forcément, ils ont des marges plus intéressantes. Et ce qui fait que je vendais beaucoup moins. Mon stock prenait plus de temps à se vendre et en fait mes frais de stockage augmentaient. Donc en fait c'était de plus en plus compliqué d'avoir la rentabilité et en fait la solution que j'ai actuellement c'est de casser mes prix et en fait je vois que là j'ai du volume qui recommence à arriver. Par contre je suis pas loin du break-even quoi. Mais l'objectif c'est surtout de pouvoir débloquer ce stock de produits qui est là depuis quelques mois et qui a pris beaucoup plus de temps à se vendre que ce qui était prévu. Ok. Juste petite transition rapide. J'ai mon téléphone qui a sonné là parce que j'ai une boutique connectée et dès qu'il y a des ventes, ça sonne. Ça fait partie un peu des trucs sur Amazon où c'est un peu un avantage, mais c'est aussi parfois un problème. C'est le stress et la gestion émotionnelle de tout ce qui est vente. Moi, je parle pas mal avec des vendeurs qui ont parfois du mal à même diminuer leur coût publicitaire parce que ça diminue les ventes, même s'ils sont pas rentables. Ils sont un peu accros à vendre. Ça a été votre cas, vous, un peu à un moment ou pas? Bonne question. Est-ce que c'est le cas? Ça m'a pris et ça me prend encore, je pense, de prendre du temps avant de me prendre une décision de réduire les ads parce que d'un côté, on peut être pas très gagnant en faisant de la publicité, mais ça participe également à son ranking général, organique. Et des fois, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut pouvoir écouler son stock. Donc, quand on est en FBA, on a cette deadline qui fait que tu vas pas le garder
pour la vie ton stock chez Amazon, où à un moment donné, ça va te coûter très cher. Donc, il faut faire quelque chose. Ouais. Et sur la gestion du stress et le côté émotionnel des PPC, justement, là, aujourd'hui, on gère pas mal de boutiques en manager. Je crois près d'une 40aine. Antoine, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu. Les messages un peu stressés quand il y a des dépenses sur certains jours. Qu'est-ce que tu dis quand ça arrive, ce genre de cas? Ouais, c'est ça. Oui, moi, ça m'arrive régulièrement avec les comptes. Alors, j'ai un exemple très précis en tête d'un compte comme ça où en fait, il y avait beaucoup de ventes. Donc, il fait toujours beaucoup de ventes d'ailleurs. Mais pas rentable du tout, d'accord. Un tacos à 45%, presque 50%. Donc, sur chaque vente, en fait, le client perdait de l'argent, d'accord, mais n'arrivait pas à baisser son budget publicitaire parce que pour le volume de vente qu'il engendrait, d'accord. Donc c'est que ça arrive à des vendeurs qui ont un peu plus d'argent, d'accord. Donc par exemple des budgets de lancement de 50 000, 100 000 euros, tu vois. Du coup ils ont le temps, ils ont la trésorerie pour faire la deuxième commande et puis la troisième commande, tu vois, même s'ils sont pas rentables sur les premières parce qu'ils ont la trésorerie. Et du coup il y a le côté dopamine parce que tu fais des beaux chiffres d'affaires mais aucune rentabilité. Et même avec des gros budgets comme ça, on arrive au bout d'un moment, on s'étouffe quand même. Tu vois, si t'es pas rentable sur chaque vente. Donc là, il fait appel à nous pour réduire ça. Donc là, on corrige tous les budgets. Son volume d'affaires baisse un petit peu, mais il commence à devenir rentable sur chaque vente. Donc ouais, j'ai pas mal ça. Après sur d'autres, par exemple, j'ai souvent sur la gestion émotionnelle. Ah, aujourd'hui, je fais pas d'impression. Aujourd'hui, je fais pas de vente. Ou aujourd'hui, j'ai un tacos à 42, tu vois, ou un ACOS à 70 sur ce mot-clé-là, sur l'après-midi, tu vois, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Voilà, quand c'est comme ça, il faut toujours en fait travailler avec de la data. C'est-à-dire que tu reprends un peu de recul, tu reprends à 7 jours, tu reprends à 14, tu reprends à 30 jours et tu regardes tes volumes de data, d'accord. Et si à 30 jours, par exemple, effectivement tes indicateurs sont pas bons, là il faut faire des vraies corrections. Mais souvent l'erreur qui peut être faite, c'est et bon, encore avec nous, entre moi et Sylvain et Mathieu, on les guide là-dessus. On dit non, prends pas de décision, ne coupe pas ton budget, non, n'augmente pas, non, parce qu'on les aide là-dessus. Mais c'est vrai que souvent, chez les vendeurs, la mauvaise gestion émotionnelle, c'est de voir un indicateur pas bon. Donc un ACOS, encore une fois, à 70% sur une journée, sur un mot-clé, c'est de couper le mot-clé. Tu vois, mais en fait, t'as pas du tout l'occurrence en data, ce qu'on appelle l'occurrence, donc le nombre d'occurrences pour que ton indicateur soit fiable, d'accord. Et donc tu prends une mauvaise décision très clairement, d'accord. Et c'est souvent après ce qu'on voit nous, moi j'essaie souvent de l'illustrer ça avec les clients graphiquement. Sur PPC Assist, on a les graphiques de dépenses, de publicitaires et les graphiques de vente. Et souvent quand on récupère des comptes, tu as dû voir ça toi aussi Sylvain, les graphiques ils font ça, tu vois, les courbes elles font ça. Donc on voit on voit qu'il y a eu des décisions prises avec de l'émotion et pas de la data. Du coup, graphiquement, on le voit assez bien ça. Un jour, on pourrait le partager. Mais en fait, c'est un peu comme une radio, quoi. Quand moi je vois le graphique, je peux comprendre le compte, je vois ce qui se passe. Ouais, exactement. Tu vois l'émotion du gars, exactement. Hein. C'est clair, il y a une question de patience. Oui. Si la personne pense que c'est juste en lançant son ads le matin, il va être rentable direct, ou il s'attend des résultats dès le deuxième ou troisième jour, en fait, à un moment donné, non, ça marche pas comme ça, faut le comprendre. Et tant qu'on le comprend pas, en fait, on va prendre des décisions un peu trop rapides, et en fait, on va toujours être dans ce cycle d'instabilité. Ouais. Donc quand c'est comme ça, prendre du recul, regarder sur au moins 7 jours les stats, c'est ça, avant de prendre des décisions. Ouais, il y a la durée et le nombre d'occurrences. Ouais, voilà, c'est tout ça. Il y a un mix des deux, ça dépend de la data que tu as collectée. Ouais, exactement. Et forcément 7 jours au grand minimum, parce que ça serait bien de savoir un peu chaque jour de la semaine, voir un peu ce qui s'est passé, parce que peut-être notre produit, en fait, ça dépend de chaque audience, quelle est notre cible. Mais peut-être qu'en fait notre cible va consommer beaucoup plus le samedi, dimanche, le week-end qu'en semaine. Donc si on pense à lancer des ads le mardi, on se dit c'est jeudi, j'ai toujours pas fait de vente, ou alors je suis pas rentable. Bah attends, peut-être qu'en fait ton jour clé c'est le dimanche, tu vois. Et après il y a des ajustements à faire. Tu vas peut-être mettre beaucoup plus de budget le dimanche ou certains créneaux horaires. Enfin t'as pas mal de choses à faire. Mais pour ça, voilà, il y a ce facteur temps et surtout comme tu disais Antoine, c'est cette data à collecter avant de prendre n'importe quelle décision. Ok. Ouais. Et toi, justement, en parlant de data et de gestion de pub, on parlait d'un client américain qu'on gère, qui est une assez grosse marque, avec je sais pas combien de références, mais ils ont beaucoup de produits, ils vont en rajouter encore en gestion. Ça consiste en quoi la gestion de cette marque-là chaque semaine? Bah, on va dire on a beaucoup de chance sur ce client, parce que il est revendeur d'une marque spécifique.
Et en fait, il fait beaucoup de ventes organiques déjà de base. Donc, il va avoir déjà un tacos très faible. Donc en fait, l'enjeu, ça va surtout de gonfler son revenu en publicité, enfin via les publicités. Mais si des fois en fait on va pas être des fois, la cause va être un peu plus élevée que la normale, mais en fait, quand tu vas regarder son tacos, sa rentabilité sur la globalité des ventes, en fait, va rester super faible. Il y a des fois où j'ai eu des acos en publicité qui étaient de 40, 50% sur son compte, et donc faut rectifier et tout, mais en fait, j'aurais regardé son tacos, mais il était toujours à 7%. Je me disais, attends, quelqu'un qui a un tacos à 7%, déjà, il est super heureux. Et en fait, lui, il a ce gros avantage, c'est que organiquement, il fait déjà énormément de ventes. Ok. Donc le gros enjeu, c'est ça, c'est trouver des nouveaux termes de recherche sur lesquels on va faire plus de ventes. Ça va être lancer de nouveaux produits, ça va être ça va grappiller des ventes à droite à gauche pour faire un volume plus gros. Ok, ça marche. Au niveau des stratégies utilisées sur les différents types de comptes, Antoine, t'as une vision assez large. Ça va du vendeur qui vient limite de se lancer sur Amazon à la marque qui veut se lancer en distribution ou la marque qui est déjà bien établie mais qui veut augmenter ses ventes. Comment t'adaptes les stratégies? C'est quoi les différents, enfin, comment tu gères selon le type de compte? Qu'est-ce qui change selon le type de compte? Les budgets, j'allais dire. Ouais. Un petit vendeur, il faut préserver son budget. D'accord? Parce que, par exemple, pour tous ces problèmes de trésorerie qui va se passer après, si on crame trop vite en budget publicitaire dès le début, il va pas pouvoir passer ses commandes, etc. Donc ça, c'est vraiment le sujet principal à chaque fois, vendeur débutant ou qui commence, vraiment préserver au maximum son budget publicitaire et donc derrière ça marche, d'accord. Le guider aussi parfois ça nous arrive de les guider sur le choix de l'offre, d'accord. Tu vois, par exemple un bundle qui est pas vraiment un bundle ou le prix ou les photos, tu vois, l'avatar client, des fois parfois moi je trouve qu'il y a des erreurs, tu vois. Je dis non, ton avatar c'est pas un homme de 40 ans, c'est plutôt dans un exemple, tu vois, mais une femme, quoi. Là, j'exagère un peu, mais des fois, il y a un peu des erreurs là-dedans, tu vois. Donc, voilà, les orienter là-dessus. Et ça, d'ailleurs, c'est une erreur qu'on fait tous un peu au démarrage, le temps de vraiment comprendre sa cible. Oui. Ça prend du temps en soi. Ça va être les commentaires, ça va être au final, tu vas réfléchir à des choses, tu vas comprendre certains mécanismes, et c'est là qu'au final, tu vas peaufiner. Mais c'est vrai que dès le démarrage, c'est très compliqué de connaître son persona précis, Ouais, il y a souvent des corrections à faire là-dessus. Donc, préserver les budgets, les aider sur leur marketing, leur donner tous les petits astuces marketing sur la fiche produit, donc les coupons, les prix barrés, les ventes deals, les ventes flash à faire sur Amazon, les deals à faire sur Amazon, tu vois, ce genre de choses. Les aider vraiment là-dessus. Et après, par contre, sur les grosses marques ou sur les distributeurs, pour prendre un peu l'extrême, moi j'appelle ça maintenant, la publicité, ça les aide à défendre leur marque sur Amazon. Parce que ça fait plusieurs fois, ça fait au moins le troisième cas ou troisième ou quatrième vendeur qu'on reçoit, qu'on gère. En fait, ils sont très bien placés sur Amazon. Ils sont Amazon Choice, ils ont beaucoup de commentaires. En product, en organique, ils sont très très hauts parce qu'ils ont commencé il y a 5, 6 ans, 7 ans. Par contre, autour, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de display, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de brand, il n'y a pas de store. Il n'y a rien parce qu'en fait, ils ont grossi comme ça avec la plateforme Amazon. Maintenant, comme c'est beaucoup plus dur sur Amazon, il y a beaucoup plus de compétition. Eh bien, il faut... Tu vois, quand tu fais ta recherche produit, il faut qu'autour, tu t'apparaisses aussi, parce que sinon, c'est les nouveaux vendeurs qui prennent la place. Les acteurs chinois, pas tellement, mais c'est plutôt ceux qui sortent de formation, un peu comme nous, il y a 3-4 ans, tu vois. On attaque des marchés et on a affiché partout en publicité. Ou sinon, ceux qui passent carrément avec des agences aussi. Ça arrive. Donc, en fait, le deuxième extrême, pour donner un autre exemple, c'est ça. C'est défendre sa marque et défendre ses positions. Okay. Donc, apparaître bien en vidéo en haut, bien en vidéo au milieu de la page, en bas de la page, en display sur les côtés. Quand on clique sur un vendeur, sur un nouveau vendeur ou sur un acteur chinois, que tu apparaisses bien dans la fiche, etc. Tu vois, défendre ses positions. Parce que, encore une fois, quand tu es à ce niveau-là, quand tu es très bien placé organique et que tu vends depuis 5 ans et que tu es leader de ton marché, eh bien, c'est un bel actif, en fait. Tu vois. Ça a de la valeur, ça a beaucoup de valeur même. Du coup, il faut le défendre. Donc, c'est pour ça que j'ai souvent ça. Et je prends l'hypothèse aussi, enfin, l'hypothèse, non. Ils sont arrivés, donc ils étaient leaders dans leur marché, mais par contre, leur vente s'est fritée depuis 1 an ou 2, tu vois. Malgré tout. Et leur marge aussi, d'ailleurs. Okay. Donc, ils font appel à nous pourquoi je repère des ventes? Parce qu'en fait, tu te fais trop attaquer. Tu te fais grignoter ton gâteau par plein de petits vendeurs et donc il faut que tu reprennes ta place. Donc, voilà, c'est vrai que ça,
C'est un point intéressant d'ailleurs, parce que c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs au début, en fait, comme on l'apprend très bien dans les formations. On va essayer de chercher des niches ou des sous-niches ou même des sous-niches où il n'y a pas encore trop de monde de placé et il y a une opportunité pour se positionner. Et en fait, l'opportunité peut très mal durer 2 ans, 3 ans, ou peut-être 6 mois ou 3 mois, tu vois. Donc il faut pouvoir ensuite pallier à ça au lieu de se laisser faire manger comme tu le mentionnais. Ouais, très clairement. Et lancer de nouveaux produits aussi, ça c'est un des trucs sur Amazon, c'est il faut toujours, c'est pas passif du tout quoi. Il faut toujours lancer de nouveaux produits, toujours modifier ses offres, toujours même sur ses produits actuels, faire une bonne publicité pour être bien visible. Encore une fois, faire des promotions, bien gérer son stock, lancer de nouvelles variations. Enfin, c'est vraiment pas passif du tout. Les grosses boutiques, ils ont des personnes à plein temps qui travaillent sur leur boutique en fait. Sur des nouveaux produits à chaque fois, parce que t'as des cycles de vie dans les produits aussi, apparemment. Ouais. Donc t'as des niches qui à un moment, enfin, il y a très peu de personnes, puis ça grossit et ça devient saturé. Il faut lancer des nouveaux produits, voire même des produits qui s'éteignent, des marchés qui s'éteignent. Un petit peu, donc c'est pour ça qu'il faut que tu lances des produits. Un autre truc aussi dont je voulais qu'on parle un peu par rapport aux marques qui sont déjà présentes ailleurs que sur Amazon, sur Shopify, etc., et qui se lancent sur Amazon. On en a une il y a pas très longtemps, qui peuvent avoir des listings qui sont pas adaptés à Amazon. On a eu un call il y a pas longtemps avec un gars, je sais pas si tu te rappelles, qui a des images de produits qui sont très léchées, très lifestyle, etc., mais c'est pas forcément adapté à Amazon. Comment tu fais pour adapter ça? Est-ce qu'il y a une norme Amazon? Est-ce qu'il y a une manière de faire des fiches produits sur Amazon qui est différente d'ailleurs? Alors là, moi, je vais prendre que mon exemple. Il y a peut-être quelqu'un qui aura un contre-exemple, certainement. Je trouve que tu penses notamment à des marques Shopify très bien placées sur Shopify et très bien placées sur Instagram, qui ont des très très beaux marketing, justement très lifestyle, c'est ce genre de choses, qui est super. Moi, j'adore ces marketing, j'adore regarder ces marques-là. Mais par contre, sur Amazon, peut-être. Je pense que c'est en train de changer un petit peu, mais on va dire jusqu'à présent, c'est un peu plus, c'est l'exemple que je donne, c'est un peu plus supermarché Amazon, tu vois. Donc, quand tu arrives, tu vois, c'est moins la petite boutique du coin, c'est plus le supermarché, justement. Donc, quand tu arrives dans le supermarché, ce qui marche, c'est les gros, un peu être grossi un peu dans les offres, tu vois, moins 30%, offre spéciale, un peu flashy, voilà, exactement, tu vois, c'est un peu plus, et c'est ce qui fonctionne. Donc, il faut pas se tromper de cible, mais voilà, je trouve que, tu vois, dans les images produits, être assez clair sur tes bénéfices, tu vois, plutôt qu'une image lifestyle où c'est à toi, tu t'es plus sur une émotion, tu vois, que tu peux avoir sur Instagram. Non, sur Amazon, quand tu arrives, le gars, il va acheter, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais il va acheter une tasse à café, il veut tasse à café. Enfin, tu vois, il veut des éléments très précis sur son produit, en fait, parce qu'il a déjà une notation d'achat assez forte. Donc, il faut vraiment lui dire ce que tu apportes comme produit. Être vraiment plus direct. Mais d'un côté, on va également avoir la connotation encore une fois, de connaître son persona. Le côté lifestyle, il peut être intéressant dans le sens où, le store Shopify ou peu importe WooCommerce, mais il va être tout brandé par rapport à ce qu'ils veulent promouvoir, mais également, ça va être également important du côté d'Amazon parce que je sais pas, ta tasse à café, ça peut être la tasse à café pour les entrepreneurs. Donc tu vas faire un design un peu stylé avec un mec en costard qui prend son café, tu vois. Et là, ça va parler au mec. Là, tu vas capter l'émotion, il va se projeter, etc. Et là, ça va lui parler plutôt qu'une tasse à café toute banale qu'il va pouvoir acheter avec tous les autres vendeurs. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Un client disait aussi, je sais plus c'était qui. On était en appel avec un client et quand tu lui as montré les images avec du texte, il a dit un truc intéressant. Il a dit, ah ouais, c'est pour les gens feignants qui veulent pas lire le texte qu'il y a dans les fiches produits. Et je sais pas comment vous achetez sur Amazon, mais moi je lis quasiment jamais. Je regarde des images et sur les images, t'es censé avoir le texte aussi dessus. C'est pour ça qu'il y a du lifestyle, mais il y a aussi, c'est important que tu comprennes le produit entièrement avec les images, quoi, et le texte. Ouais, je pense que c'est ce que disait également Antoine, c'est en fait, vu que c'est quand même un centre commercial, il faut avoir cet élément flashy, donc il faut avoir un peu d'informations sur les images, mais il faut pas non plus trop en avoir. Il faut des choses qui interpellent, des choses à mettre en avant, qui vont être les points primordiaux en fait, mais pas en foutre dans tous les sens, parce que c'est sûr quoi. En fait, on aura la flemme, surtout s'il faut commencer à zoomer, il faut prendre du temps et tout. Il y a autre chose à faire, on va chercher la concurrence. C'est ça, il faut être efficace sur Amazon. C'est ça. Il faut vraiment y aller, cibler bien ton avatar, des bénéfices et être efficace, quoi. Que t'as 3 secondes pour le catcher, pour l'attraper. Donc, il faut être bon, il faut être efficace, quoi. Ok, ça marche. Ça fera la bonne transition pour une vidéo qu'on a déjà publiée sur justement les fiches produits. Une vidéo qu'on a fait avec Antoine. On mettra le lien en description sur cette vidéo. Et vous pouvez la retrouver là. C'est ça. Je m'entraîne à faire ça. Là. La vidéo est juste au-dessus, ici. Tu auras le choix pour le montage.
Bon courage au monteur. Gilis, on compte sur toi pour les effets. Et sinon, on vous dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Sylvain, ce serait cool qu'on fasse un podcast business vrai pour rentrer en détail dans ton parcours. Et tous les lundis, on fait une vidéo comme ça. Donc, ça vient de vous, vos idées. Donc, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, mettez-les en commentaire. Et on vous prépare des vidéos pour les lundis d'après. Super. Au revoir. Allez, ciao les gars. Salut, à bientôt. Ciao.